Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation qui a pour thème Manger mieux, produire autrement et si c'était mon futur métier. Vous l'ignorez peut-être, mais la France est la première puissance agricole européenne. Notre pays est également le sixième exportateur mondial de produits agroalimentaires. Si ce secteur pèse dans notre économie, il est actuellement en pleine mutation, contraint d'innover, de se réinventer et surtout de s'adapter au changement climatique. Un secteur qui doit également faire face à une pénurie de main-d'œuvre et à ce que l'on appelle un renouvellement des générations, puisque d'ici ces 5 prochaines années, autant dire demain, eh bien, ce sont près de la moitié des agriculteurs qui devraient partir à la retraite. Alors, si vous êtes sensible à ces problématiques, que vous êtes proche de la nature, que vous souhaitez exercer un métier stratégique qui a du sens et devenir un des acteurs de cette transition environnementale et sociétale, sachez qu'il existe plusieurs types de formations susceptibles de vous intéresser, qui vous permettront notamment de vous tourner vers différentes professions comme chef de production, technicien de laboratoire, responsable qualité, consultant, formateur, ingénieur ou même vétérinaire. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur des formations post-bac qui sont dispensées dans les Pyrénées-Orientales. On vous parlera du BTSA qui est proposé au sein du lycée agricole Federico Garcia Lorca de Tesa, qui a deux spécialités en agriculture, en agroalimentaire et qui forme en 2 ans avec la vocation d'une insertion professionnelle rapide, mais qui peut aussi vous servir de tremplin pour intégrer par la suite de grandes écoles ou des licences professionnelles. Nous ferons également le point sur le BUT génie biologique qui est dispensé sur 3 ans. Ce bachelor confère le grade de licence. Il est enseigné au sein de l'UT de Perpignan. Il propose deux parcours en agronomie ou en sciences de l'environnement et écotechnologie. Là encore, ce diplôme est à visée professionnelle, mais il vous donnera aussi la possibilité de basculer vers des études plus poussées. Voilà pour cette entrée en matière. On parlera tout à l'heure de ces disciplines, du contenu pédagogique et du processus de sélection. Mais je vous propose maintenant de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent aujourd'hui en plateau. Je suis en compagnie à ma gauche de Marie Dupuis, qui est enseignante en mathématiques et informatique. Elle est coordinatrice du BTSA MVAOE, qui signifie métier du végétal, alimentation, ornement et environnement. Et c'est au sein donc du lycée Federico Garcia Lorca de Tesa que cet enseignement est dispensé. À ses côtés, nous avons Céline Nahan, qui elle aussi est coordinatrice du BTSA en spécialité cette fois-ci Biocalim pour qualité, alimentation et maîtrise sanitaire. C'est toujours dispensé au sein du lycée Federico Garcia Lorca de Tesa. Elle est également enseignante en génie des procédés alimentation et qualité. Parmi nous également, nous avons Carole Blanchard qui est tout à ma droite. Elle est enseignante chercheure en chimie notamment. Elle est chef du département pour le BUT génie biologique, parcours agronomie et sciences de l'environnement et écotechnologie au sein de l'IUT de Perpignan. À sa gauche, Marie Duval, qui est enseignant-chercheur responsable pédagogique du parcours agronomie au sein du département génie biologique de l'IUT de Perpignan. Et puis nous avons également un étudiant ambassadeur qui est actuellement en formation présent sur ce plateau. Il s'agit de Paul Lafont qui est à ma droite. Il a 22 ans. Il est en troisième année de BUT génie biologique, parcours agronomie. Bienvenue à tous les cinq et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est de vous donner des informations pratiques, mais pour autant, il ne s'agit pas d'une conférence figée. Vous pouvez donc interagir avec nous et poser vos questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à faire cette démarche et à nous écrire. Je le disais en introduction, les métiers de l'agriculture et de l'alimentation et de l'environnement sont en pleine mutation et doivent aujourd'hui se réinventer avec des problématiques qui sont liées aux enjeux de la transition agroécologique et climatique. C'est ce que l'on appelle la troisième révolution agricole. Alors pour cela, il y a des besoins de main-d'œuvre qualifiée, donc d'avoir des gens qui sont formés, qui seront en capacité notamment de répondre aux enjeux de demain, qu'ils soient notamment environnementaux ou technologiques. Mais concrètement, ça signifie quoi produire autrement ou manger mieux et de quelle manière ça se matérialise et finalement comment au sein de vos établissements respectifs, est-ce que vous préparez ces jeunes à ces nouveaux défis? Je vous laisse vous saisir des micros et peut-être répondre à tour de rôle à cette première question. Allez, il suffit de se lancer, hein, c'est pas compliqué. Alors manger mieux, c'est arriver à avoir des aliments qui sont sains, qui sont très intéressants sur le plan nutritionnel, qui sont innovants, qui sont respectueux de l'environnement. Donc c'est-à-dire, produire des produits enfin cultiver des végétaux et élever
dans le sens où on va essayer de diminuer, tout ce qui est, intrants, tout ce qui est, et on va essayer de faire des économies d'eau, on va essayer de limiter les déchets et au niveau de la transformation agroalimentaire, c'est évidemment, diminuer les consommations énergétiques, valoriser les sous-produits, diminuer les emballages plastiques. Je vous laisse, compléter pour, la partie BUT. Alors, Non, non, on vous entend pardon. parfaitement. Alors, à l'échelle de la parcelle, ça serait vraiment construire, concevoir des formes d'agriculture plus durables, plus écologiques, avec bien sûr un objectif de performance, hein, toujours, de productivité. Il faut que ça tienne la route économiquement parlant pour que les producteurs puissent en vivre. Donc, ça implique quand même un minimum d'efficience écologique. Je rebondis sur les propos de ma collègue Céline Nahan. Il y a toutes les thématiques autour de la préservation des ressources naturelles, gestion de l'eau, fertilité des sols, préservation, gestion de la et développement de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, gestion des polluants chimiques. Pourquoi tout ça, c'est si important? C'est parce que vos établissements, respectifs, hein, sont sur un territoire qui est directement impacté justement par le dérèglement climatique puisqu'on est sur les terres catalanes et les terres catalanes, elles vivent une situation hydraulique catastrophique depuis notamment 2022 avec, une pénurie d'eau et des épisodes de sécheresse qui sont très compliqués pour, les agriculteurs et pour les producteurs. Est-ce que ce sont justement des phénomènes sur lesquels vous allez faire travailler les étudiants, que vous accueillez au sein de vos établissements? Oui. Alors on a l'entrée, se diversifier, heu, aller vers la diversification pour s'adapter au stress hydrique, sur les parcelles. Tu peux intervenir Paul, hein, si tu veux, hein, tu peux illustrer. Ben, je peux illustrer par exemple avec ce qu'on a fait sur le domaine. Donc, l'intégralité des plantes, enfin des espèces végétales présentes sur le domaine sont des espèces résilientes à la sécheresse. On retrouve par exemple de l'olive, de l'amande, de la pistache et de la vigne. Récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les cépages de nos vignes. Donc les anciennes vignes qui étaient, si je ne me trompe pas, du pinot et du cabernet sauvignon. Pas tout à fait, mais des cépages bordelais. Oui, qui n'étaient pas adaptés du coup au climat et au climat, catalan, au final, le climat chaud et sec. Ça a été remplacé par du carignan et du mourvèdre bien plus adaptés. Mmh. Oui, parce que bon, alors il est allé un petit peu vite. Nous sommes le seul IUT de France à avoir un domaine agricole de 3 hectares adossé, au bâtiment. Donc les étudiants sont en immersion grâce à cet Total, outil. avec 5 ateliers, 2 ateliers de production animale, 3 ateliers de production végétale. Donc une petite oliveraie, une petite vigne qui vient d'être replantée, une amanderaie, des poules pondeuses et des lapins de chair. Tout est conduit en agriculture biologique, depuis maintenant, 2012 pour, toutes les productions. Une serre, en verre, Mmh. également des tunnels pédagogiques. Mmh. Justement, décrivez-nous un peu cet environnement qui est un site très arboré avec, une infrastructure quand même assez géniale pour les étudiants qui veulent, C'est le poumon vert, c'est un des poumons verts, je pense, de l'université de Perpignan, puisqu'on est vraiment, au cœur de la ville, en zone urbaine. Paul, si tu veux, Ben, j'allais dire la même chose. Mais oui, du coup, c'est un sympathique petit espace qui est à la fois pédagogique et où il y fait bon vivre. Nous, ça nous permet de mettre en application tout ce que l'on voit en cours et très sympathique. donc la taille, le nourrissage, des animaux, la plantation, la récolte, c'est assez diversifié. Concernant le BTS, on vous a pas encore entendu Céline, Nahan, donc justement dites-nous, vous avez aussi des outils, hein, assez similaires, hein. Alors nous, sur le BTS, enfin sur le lycée, on a à peu près 6 000 m² en espace plein champ qui sert vraiment à la pédagogie. Une serre en verre avec 2 chapelles différentes techniques et un tunnel qui fait à peu près 50 m², 50 mètres par 8,5 mètres. Voilà, qui sert vraiment à la pédagogie. Oui, ça fait vraiment partie du travail pédagogique. Il y a d'un côté les cours et de l'autre vraiment ce travail en immersion sur le domaine. Oui, en fait, vraiment, le but du BTS, c'est d'avoir au maximum de concret et même les matières, générales. Donc moi, je fais des mathématiques. La semaine dernière, on était en train de mesurer le tunnel avec les élèves, de calculer, des rendements, mais vraiment, on était, à l'extérieur, et on était dehors, quoi. Souvent quand on parle, d'agriculture, on pense transmission familiale, mais manifestement on peut s'orienter, vers ce type de filière même quand on ne vient pas du monde agricole. Paul Lafont, c'est justement votre cas, hein, puisque vous avez grandi en milieu rural, mais vos parents ne sont pas agriculteurs justement. Parlez-nous, de cette vocation. Pourquoi vous avez choisi ce parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit vers le BUT, génie biologique?
Alors moi, j'ai fait une seconde générale à Toulouse dans un lycée au cœur de Toulouse et après ça, je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Donc, je me suis d'abord orienté vers une première générale, mais dans un lycée agricole et là, j'ai découvert un peu le monde agricole, la filière STAV, la formation STAV. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et du coup, bah, j'ai décidé de changer totalement de voie et de partir en première STAV et de faire un bac STAV et là, du coup, j'ai découvert un peu ma passion pour l'agriculture et aujourd'hui, ben, je veux continuer là-dedans. Vous êtes pleinement satisfait, vous nous expliquerez pour quelles raisons, tout à l'heure. C'est un secteur aussi qui fait parfois l'objet de lourdes représentations. Quand on parle d'agriculture, on se dit que ce sont principalement, des secteurs d'activité, masculins et pourtant les choses, elles ont pas mal évolué depuis quelques années puisque le secteur agricole, c'est le deuxième employeur de main-d'œuvre dont un tiers de femmes, avec notamment plus de 100 métiers répertoriés. Je vous laisse justement nous éclairer sur ces points, qu'il est important aujourd'hui de déconstruire, sur la partie à la fois féminine et puis peut-être aussi sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être issu du monde agricole pour s'orienter vers ces professions. Alors, je vous confirme que la filière agronomie est à dominante féminine depuis un petit moment quand même, maintenant. Oui, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a plus la parité. C'est pas forcément associé à de la manutention, hein, même s'ils bricolent un peu sur le domaine. Non, c'est quand même de l'approche projet, donc c'est quand même à la portée. Le but, c'est d'aller conseiller les agriculteurs, hein, et d'aller vers cette agriculture plus durable et résiliente pour l'environnement. Donc, on est quand même dans une posture pour qu'ils conseillent les producteurs. Donc, ça peut être féminin comme masculin sans aucun problème. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au sein du BTS? Nous, on a à peu près autant de filles que de garçons. C'est vrai qu'il y a pas de majorité, masculine ou féminine. Et après effectivement, les étudiants, ils viennent d'horizons très, divers et variés donc c'est un peu fini, alors on a toujours, hein, les fils, d'agriculteurs qui veulent, continuer, reprendre l'entreprise familiale mais il y a aussi des jeunes qui sont intéressés par la nature et le côté, travailler, le produit, dans une, réflexion, pour la santé, pour l'environnement, qui seront intéressés et qui viendront donc c'est vrai que le préjugé de il y a que les agriculteurs qui viennent au lycée agricole, c'est un petit peu terminé. Même chose, pardon, je reprends la main, même chose pour nous, très peu, de fils ou de filles d'exploitants agricoles, même de moins en moins. C'est vraiment, la culture du vivant, de la préservation, de la nature, c'est tout ce volet-là, qui les intéresse et le fait d'avoir envie de changer un peu le monde, vers des pratiques, plus cohérentes, dans leur ensemble, dans le respect, de l'environnement. Concrètement, à qui s'adressent ces formations? Puisque vous acceptez différents profils, à la fois des bacs généraux, et des bacs technologiques, mais est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer, vos filières? Par exemple, avoir choisi des options spécifiques lorsqu'on est au lycée? Alors en ce qui concerne, le BUT génie biologique chez nous, donc on recrute, des bacs généraux ou des bacs techno. Pour le parcours, agronomie, plutôt, des bacs STAV. On privilégie les bacs STAV, alors qu'on va privilégier pour les bacs techno, STL pour la deuxième filière sciences de l'environnement et écotechnologie. Pour les bacs généraux, on favorise également ceux qui ont les 3 enseignements de spécialité de sciences dures, maths, physique, chimie, SVT en première et peu importe la combinaison conservée en terminale. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout et puis après au niveau des places sur Parcoursup, si on en est au profil des candidats, en fait, on a 39 places, pour chacun de nos 2 parcours et sur Parcoursup, donc il y a 25 des places en agronomie qui sont réservées pour les bacs techno. Ça fait 10 places sur les 39 en fait. Alors que dans l'autre filière, c'est pas les mêmes pourcentages. En fait, on a 41 des places qui sont réservées pour les bacs techno sur la filière environnement, c'est-à-dire 16 places sur les 39. En revanche, vous n'acceptez pas les bacs pro. Nous n'acceptons pas les bacs pro. De votre côté, Alors nous, justement? sur le BTS, que ce soit métier du végétal ou le biocalim, donc oui, il y a des profils, soit les bacs pro, soit des bacs techno, soit, bac général. Heu, Peut-être plus avec une connotation scientifique, surtout sur le biocalim. Et après sur le métier du végétal, on va surtout s'intéresser à la lettre de motivation du candidat, parce qu'on a vraiment des profils très différents et il suffit que
le candidat ait eu une expérience ou un réel projet professionnel en lien avec la nature et l'agriculture, c'est vrai que son dossier sera valorisé. Marie Dupuis, vous me disiez, au-delà du bagage scientifique, il faut vraiment que ces jeunes qui choisissent ces formations aient un attrait pour l'extérieur, hein, qu'ils n'aient pas peur de se confronter ni au vent ni à la pluie. Non, effectivement, étant donné qu'en dans les métiers du végétal, ils ont énormément de travaux pratiques en extérieur, c'est sûr qu'il faut qu'ils aiment, cet aspect-là. Par contre, au niveau de l'agroalimentaire, c'est le côté, laboratoire, chimie, microbiologie qui doit les intéresser et puis aussi la partie fabrication. On va vraiment de la plante à des pommes, au jus de pomme, avec tout le contrôle qualité qui va avec et toute la maîtrise, sanitaire qui va avec, bien sûr. Céline Voilà. Lahon parlait de la lettre de motivation qui était aussi déterminante, hein. Donc quand on a fait un stage, qu'on a eu une expérience, il faut savoir la valoriser, la mettre en avant? Bien sûr, c'est très important. Là, au niveau, par exemple, au niveau du Biocalim, on va s'attacher à cette lettre de motivation. On a, des étudiants qui ont eu une première expérience, en faculté ou d'autres qui ont fait un bac, qui n'est pas scientifique forcément. Mais du moment où il y a la motivation, ce sont des jeunes qui peuvent réussir et derrière, soit s'intégrer dans le monde professionnel, soit directement, continuer en licence et puis, en master pro et avoir des postes, dans l'industrie ou dans le conseil, ou dans l'agriculture qui soient, très, très valorisants. Paul, vous me disiez lorsque vous avez candidaté: «J'avais peur, de l'algorithme, donc j'ai vraiment misé sur la lettre de motivation». Qu'est-ce que vous avez mis en avant? Alors, je me souviens plus exactement dans les détails de ce que j'avais mis en avant, mais je me rappelle que c'était une lettre que j'avais vraiment travaillé longtemps à l'avance. C'est pas un truc que j'avais rédigé sur un coup de tête. J'avais parlé un peu de mon projet professionnel, de ma vision du monde de l'agriculture et de où est-ce que je voulais aller, que j'étais encore plein d'interrogations, que je savais pas trop, quel métier j'allais faire de ma vie. Et au final, j'ai un peu expliqué qu'à travers le BUT, en fait, je cherchais une formation qui soit quand même qui me permette un peu de devenir un technicien, qui me permette de mettre la main à la pâte, de savoir faire des choses en terminant ma formation, mais en même temps qui m'ouvre différentes portes. Donc si jamais je veux, je peux continuer les études, en école d'ingénieur. Il y a aussi des passerelles pour aller en école de véto et ça m'ouvre aussi un large spectre de métiers possibles. Alors, on va justement s'intéresser maintenant au contenu pédagogique, hein, puisque le BTS, c'est donc 2 ans d'études, alors que le BUT, ça forme sur 3 ans. Concrètement, de quelle manière se décomposent justement vos formations, que ce soit en BTS ou en BUT? Puisque dans les 2 cas, on va être sur un enseignement qui conjugue théorie et pratique. Alors, est-ce qu'il y a un socle commun et des enseignements spécifiques suivant vos spécialités? On va démarrer par le BTS, puisqu'il y a, je le rappelle, donc le BTS A spécialité MVAE ou le BTS A spécialité Biocalim. Je vous laisse répondre. Alors sur le BTS, donc MVAE et Biocalim, ils ont un tronc commun. Donc ils ont des matières communes comme le français, l'économie, les langues vivantes, le sport. Et après, chacun dans sa spécialité aura des matières techniques. Après, avec la réforme du BTS, l'idée c'est que vraiment les matières générales soient au service de la technique et soient appliquées à la technique pour toujours avoir du concret dans leur formation. Donc, on va essayer de trouver, du lien, tout le temps entre la matière générale et la technique. Les matières spécifiques du BTS qui seront nouvelles du coup, par rapport à un bac, ça sera tout ce qui est, agroéquipement. Ça sera plutôt nouveau, production horticole, production végétale, c'est vraiment des matières techniques qui Qu'il verront n'avait tout pas au lycée. voilà, qui verront tout le long, du BTS et pour faire un petit peu de lien avec le lycée, ils auront la biologie, écologie, et voilà. Peut-être tu veux compléter? Au niveau du Biocalim, les matières, spécifiques, c'est le génie des procédés alimentaires, c'est la microbiologie et la biochimie, donc qui ressemble un petit peu au lycée, mais qui est quand même plus, axée sur l'alimentation et l'économie d'entreprise. Voilà, ce sont les 3 aspects spécifiques à cette formation-là. On conserve des matières, qu'ils ont eues, tout au long de leur scolarité, comme le français, Mais mais c'est plus, pour les aider finalement à argumenter, tout à fait, c'est l'argumentation, la communication, mettre en valeur ce qu'ils savent faire, voilà. Les projets professionnels également, c'est un plus par rapport à ce qu'ils ont eu au lycée. et Et puis après au niveau des stages, que ça soit en métier du végétal ou en Biocalim, il y a 16 semaines de stage en entreprise, sur les 2 ans, qui sont découpées différemment selon l'une ou l'autre filière, mais
qui aboutissent à ce nombre-là de semaines. En sachant que la première année, c'est surtout, une acquisition, des connaissances pour bien identifier le secteur. Par contre, en deuxième année, vous allez leur demander de créer un projet de toutes pièces. Ça se fait en groupe et en partenariat notamment avec, des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire qu'on appelle l'ESS, pour notamment la mise au point de produits, notamment en biocalim. Expliquez-nous. Oui, on travaille en partenariat donc avec ces entreprises-là qui nous demandent de créer des produits à partir de fruits moches ou de légumes moches, hein, qui ne sont pas vendus comme ça sur le marché. Donc on essaye de les conserver, de les transformer, on travaille sur des produits de saison et l'objectif est de produire, des schémas de fabrication et des contrôles qualité de ces nouveaux produits. Donc c'est toujours un petit peu original. On fait des boissons à base de légumes avec des fruits et des épices mélangés, par exemple cette année. Et ensuite, l'entreprise d'économie sociale et solidaire part avec des échantillons de produits, avec leur schéma de fabrication pour qu'ils soient capables de le fabriquer après par eux-mêmes. Voilà, donc c'est tout un projet qui est fait sur tout un semestre avec les biocalim. Alors Voilà. qu'avec le métier du végétal, on va plus travailler sur les espèces qu'on pourrait cultiver, je crois, dans les Pyrénées-Orientales et comment peut-être les transformer? Oui, ils auront un dernier projet sur le dernier semestre, où ils vont réfléchir, à, quelle espèce choisir, par rapport au climat et après ils vont travailler en collaboration avec les biocalim pour justement transformer, le produit qu'ils auront choisi et le valoriser. Mais avec toujours cette contrainte, du climat et de la sécheresse qu'on a, sur le département. Carole, Blanchard, Muriel Duval, même question pour, le BUT cette fois-ci. De quelle manière est-ce qu'elle se décompose cette formation? Puisque chez vous aussi, on a dans un premier temps, on va devoir choisir un parcours, hein, en agronomie ou en sciences, de l'environnement et écotechnologie. Mais est-ce qu'on se spécialise pour autant dès la première année? Comment ça fonctionne? Alors, le BUT génie biologique au niveau national propose 5 parcours différents, dont 2 qui sont faits à Perpignan, donc les 2 que nous venons d'évoquer. Et sur Parcoursup, ce sont véritablement 2 formations distinctes, donc la différenciation se fait dès la première année. Pour autant, il y a des enseignements associés à des compétences qui vont être communes à chacun à ces 2 parcours. Donc ces compétences, s'intitulent «Réaliser des analyses et expérimenter dans le génie biologique» et là, on va retrouver des disciplines connues aussi des lycéens, hein, de la chimie, de la microbiologie, de la biochimie et toutes les disciplines de la biologie, mais aussi des choses plus transversales au service de ces disciplines-là, donc des maths, de la physique et de la communication, de l'expression, de l'anglais. Et puis, on a ensuite, des compétences qui vont être spécifiques à chacun des 2 parcours. Alors 2 de ces compétences commencent en première année. La troisième ne débute qu'en deuxième année, donc on a 5 compétences durant la deuxième année. Et en dernière année, la première compétence qui était commune s'arrête. Et donc, c'est-à-dire que plus on avance dans les années, plus on va se spécialiser et plus on va travailler dans le cœur de métier. Donc, ces compétences pour le parcours agronomie s'intitulent Comprendre, conseiller et innover dans le secteur agricole. Donc, peut-être je te passerai la parole pour que tu détailles un peu. Et pour le deuxième parcours qui est sciences de l'environnement, c'est gérer les milieux naturels et anthropisés, la première compétence spécifique, traiter les pollutions et ensuite déployer l'économie circulaire. Peut-être que tu peux détailler sur l'agronomie. Alors, pour la partie parcours agronomique, en première année, au premier semestre, ce qui est spécifique, qui n'est pas de l'ordre du commun avec l'autre parcours, ça va être l'approche filière. Beaucoup. Donc on se balade beaucoup sur le territoire. On va rencontrer des filières, la filière oléicole, la filière apiculture, la filière... Visiter une mielerie, par exemple? Oui, oui, oui. La filière élevage, on monte en Cerdagne, on rencontre des producteurs, viande, mais aussi laitiers, même si c'est un territoire plutôt à connotation viande chez nous. Ensuite, au deuxième semestre, donc toujours en première année, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les tout premiers cours de production animale et production végétale. Et puis à partir de la deuxième année jusqu'à la fin de la troisième année, il y a quasiment plus trop de cours communs. Ça dure pas longtemps. Troisième année, il n'y en a plus. Oui, mais en deuxième année, ça se termine au mois de novembre. Donc après, c'est très... Chacun vit sa vie dans les 2 parcours. Et nous, le maître mot, le fil conducteur, vraiment, à partir de la deuxième année, c'est la gestion de projet. Donc nous, on s'appuie vraiment sur
ce qui s'appelle les SAE, dans l'autre parcours aussi, hein, la SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des approches transversales, qui permettent de mobiliser, plusieurs champs disciplinaires, agronomique, mais aussi, les maths via l'approche statistique, analyse des données, la communication, l'anglais, la communication scientifique et cetera. Donc l'approche projet, ça se traduit chez nous, par exemple, par, les étudiants passent sur le domaine par petits groupes, de 4 étudiants pendant 15 jours. Donc Donc il faut vraiment aimer travailler en groupe, hein, pour le coup. oui, et ils circulent, vraiment, ils s'approprient les 5 ateliers dont j'ai parlé, tout à l'heure. Donc ils naviguent, ils peuvent mettre en œuvre, des pratiques innovantes dès la deuxième année. Paul pourra donner, des exemples, et en troisième année, on peut aller jusqu'à la conception de systèmes, innovants, comme par exemple, là, on a démarré un projet, autour du développement de systèmes, agroforestiers, qui croisent, le verger et les PPAM, les plantes à parfum et aromatiques. Donc l'idée, c'est de faire pousser des plantes aromatiques sur les interrants de verger, d'oliveraies, d'amanderaies, et qu'il y ait des services écosystémiques potentiels qui soient rendus entre les 2 catégories de production, arboricole et plantes aromatiques. Sur quoi est-ce que vous avez travaillé justement, Paul? Nous, là, actuellement, on est en train de travailler sur la mise en place, du coup, de ce projet de PPAM. Donc on va implanter 3 nouvelles espèces, thym, romarin et lavande. Donc on est répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe a une partie du projet, il est responsable d'une partie du projet. Nous, par exemple, on a réfléchi à comment enfin, il y a un groupe, par exemple, qui avait réfléchi à comment on allait installer les PPAM, comment est-ce qu'elles allaient être disposées. Nous, on a réfléchi aux différentes variétés qu'on pourrait choisir, sélectionner pour les transformer. Ensuite, il a fallu réfléchir à l'irrigation, notamment au début, mettre en place le réseau d'irrigation, quelle quantité d'eau on va apporter et sur quelle période. Il a fallu faire les devis pour, chiffrer tous les plans, le système d'irrigation, le paillage et tout ce qui va avec. Et ensuite, il y a tout un groupe qui va travailler sur du coup la transformation, le devenir des PPAM. Il y a une partie qui va être, séchée et vendue telle quelle en sec pour être, mangée, et il y a toute une partie qui derrière va être distillée, hop, pour faire des huiles essentielles. On a, exactement la même approche que nos collègues au lycée agricole, donc on travaille aussi de la fourche à la fourchette, dans le respect de notre cahier des charges qui est, le bio, nous, sur le domaine agricole, et bien sûr avec tous les contrôles, d'hygiène, de mise en œuvre de l'HACCP, maîtrise des risques, c'est la même, approche. Mais on va moins loin que nos collègues, en termes de transformation. Ça sera des transformations très simples. Donc nous, on sort de l'amande, on fait du confit d'amande et on espère un jour sortir un lait d'amande. Mais ça met plusieurs années, hein, pour qu'on arrive au prototypage, commercialisable. L'apprentissage d'une langue fait aussi partie des fondamentaux. Alors en BTS, vous leur laissez le choix entre 2 langues que sont l'anglais ou l'espagnol. La pratique d'une langue n'est pas quelque chose de superflu, puisque c'est ce qui vous permet de mettre en place des partenariats avec, des établissements étrangers, que ce soit en Inde, en Colombie ou au Brésil, des pays, dans lesquels peuvent d'ailleurs se rendre, vos étudiants, puisqu'il faut savoir que les stages sont obligatoires. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Je voulais justement nous dire un mot sur ces conventions avec, l'étranger pour le lycée, Garcia Lorca. Alors nous, du coup, ils choisissent entre, une langue vivante, donc soit anglais, soit espagnol, et c'est vrai qu'on a des partenariats, donc une possibilité de partir, 4 semaines ou 6 semaines, sur un pays étranger, et donc les collègues qui s'en occupent, ils ont un partenariat avec l'Inde, et en espagnol, la prof d'espagnol a un partenariat avec les pays une grosse majorité des pays d'Amérique latine, Donc le Chili, donc par le exemple. Chili, la Colombie, le Brésil, Heu, Argentine, Panama. Panama, voilà, je réfléchis, et après ils ont aussi la possibilité, de faire un stage sur un pays d'Europe, ça aussi c'est possible. En BUT, c'est, l'anglais qui est obligatoire. Chez vous aussi, les stages sont un impératif. Par exemple, vous avez 2 étudiantes du parcours environnement qui vont partir, à Bali pour, planter des coraux, une autre qui part en Tanzanie, dans une réserve. Donc en définitive, ça ouvre quand même de jolies perspectives. Donc effectivement, nous, on a une seule langue, mais qui est obligatoire sur les 3 années du parcours, c'est l'anglais. Et cet anglais, non seulement
c'est de l'anglais avec une enseignante d'anglais, mais qui intervient aussi dans nos fameuses SAE, ces mises en situation professionnelle, et qui travaille avec les enseignants de sciences sur l'étude de publications scientifiques, la compréhension de protocoles scientifiques. Et effectivement, cet anglais est ensuite remobilisé notamment pour les stages à l'étranger. Donc chez nous, on n'en a pas encore parlé, il y a 26 semaines de stages dispensés sur les 3 années de formation. C'est 4 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année et 14 semaines en troisième année. On autorise les stages et on encourage les stages à l'étranger à partir de la deuxième année, pas en première année parce que le stage est très court. Donc effectivement, les étudiants, alors on a des contacts un peu partout dans le monde. Initialement, c'était des chercheurs avec qui les enseignants-chercheurs travaillaient dans les laboratoires qui étaient nos principaux contacts. Et puis, après la période Covid qui a connu un creux au niveau de la mobilité de nos étudiants, maintenant les étudiants aussi trouvent beaucoup par eux-mêmes des stages à l'étranger. C'est le cas donc d'un stage dans dans des réserves en Afrique du Sud. Il y a le stage effectivement d'une étudiante d'agronomie qui part en Tanzanie dans un lycée agricole pour travailler sur globalement les mêmes problématiques que nous, hein, de la gestion de l'eau. Et puis les autres, voilà, du secteur de l'environnement, enfin un étudiant et une étudiante qui partent à Bali pour planter des coraux et étudier l'évolution des populations de poissons avant et après l'implantation de coraux. Juste, la formation est également accessible en troisième année en alternance. Chez nous, les contrats d'apprentissage sont possibles dès la rentrée de septembre et toute l'année en troisième année. Voilà, avec des périodes d'alternance d'à peu près 4 semaines en centre de formation ou en entreprise. Donc de septembre à fin mars, grosso modo. Et ensuite, ils partent définitivement dans l'entreprise à partir de fin mars. Vous souhaitez compléter. Oui. Encore autre chose pour revenir au stage, effectivement. Donc, nous, au niveau des langues, on a uniquement de l'anglais dans le cadre de la formation. Mais notre enseignante d'anglais, d'ailleurs, a profité d'une mobilité enseignante pour aller cette année au Mexique. Et donc, elle a établi un partenariat avec le Mexique. Donc, on a un étudiant de deuxième année d'agronomie qui est parti l'année dernière dans cette université partenaire. Et cette année, on a 3 nouveaux étudiants qui partent, donc 2 du parcours agronomie et un étudiant du parcours environnement. Alors, même si la langue parlée est l'espagnol, dans les universités, on parle tout de même l'anglais, donc ça reste profitable pour eux. Vous l'avez dit il y a quelques instants, hein, globalement, les élèves sont assez autonomes pour trouver un stage, mais on a une question qui vient de nous arriver sur le chat. Que se passe-t-il si toutefois je ne trouve pas de stage? Alors, le cas s'est pas réellement présenté. On les suit beaucoup et on les suit de près. Il y a des responsables de stage pour chacune des années. Et donc, bon, voilà, on a des rendez-vous réguliers où on fait le point sur les stages. Normalement, ils trouvent tous des stages, non? Ah, donc je vais te passer la parole. Mais on a aussi, comment dire, une liste de stages ou de contacts des anciens étudiants, enfin des lieux de stage de nos anciens étudiants. Et donc, on les aide comme ça. Très concrètement, on en a un qui est resté en troisième année pour répondre à la question. Il n'a pas trouvé de contrat d'apprentissage l'année dernière. Il n'a pas trouvé de stage en formation initiale. Donc, on lui a proposé le redoublement uniquement pour la partie stage. C'est-à-dire qu'on lui a accordé un contrat pédagogique validant ses unités d'enseignement de façon à ce qu'il puisse réaliser ce stage. C'est assez rare tout de même. C'est la première fois Oui, c'est un étudiant, voilà, il n'a pas de permis, c'était compliqué. Par rapport justement au BTS, on a parlé de l'apprentissage pour le BUT. Je crois que vous avez cette volonté, vous aussi, de développer quelque chose d'ici la rentrée prochaine notamment. Expliquez-nous. C'est-à-dire que le BTS métier du végétal risque d'être ouvert à la rentrée prochaine, en apprentissage aussi. Voilà, donc on aura les 2 parcours. Pas pour l'instant pour le biocalim. On nous demande sur le chat, quelle note faut-il pour rentrer en BTS? Puisque vous observez quand même les résultats scolaires, hein, pour faire votre présélection. Ce que l'on va regarder, c'est la note comparée à la promotion dans laquelle est l'étudiant et le lycéen. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même la motivation. Donc, même si les notes ne sont pas très bonnes, la motivation, la lettre de motivation est un atout important pour rentrer chez nous. Voilà.
Donc il y a pas de note, je vais pas dire qu'il faut, 10 ou qu'il faut 15, pour rentrer chez nous. Voilà, tout dépend de la motivation, tout dépend de l'appréciation des enseignants de lycée et tout dépend de la place dans la promo aussi en lycée. Vous avez donné, les effectifs, hein, c'est une, vingtaine ou une trentaine de places, par promo, je crois, chaque année. On nous demande, est-ce que vous refusez beaucoup de candidats? Combien finalement est-ce que Actuellement, il y a peu de refus de candidats. Voilà. combien de personnes postulent chaque année? On a une soixantaine de dossiers à peu près, mais pas forcément en premier vœu, hein, et ensuite on a 16 places par promotion. Concernant le Voilà. BUT, même question? Alors, nous, on a énormément de dossiers et on a les bacs généraux d'un côté et les bacs techno de l'autre, hein. On a 2 classements différents. Donc, pour le parcours agronomie, les chiffres de l'année dernière étaient ceux-ci: on avait 787 candidatures, hein, pour 39 places. Parmi ces 787 candidatures, il y avait 653 candidatures pour les bacs généraux et 154 candidatures de bac techno. Ça faisait en fait, 154 candidatures, pour 10 places, hein, en bac techno et 653 candidatures pour 29 places, hein, sur les bacs généraux. Donc chez nous, quelle note? Alors c'est un peu difficile à dire parce qu'on fait une moulinette et on applique des coefficients en fait, sur les notes. Donc on applique des coefficients élevés sur les disciplines scientifiques, maths, physique, chimie, SVT. On prend aussi en compte, le français, l'anglais au niveau de la première étape. Et déjà les étudiants qui, selon notre méthode de calcul, ont moins de 10, bon, ils ont été éliminés, ils ne sont pas classés et moins de 11 peut-être cette année. Surtout pour les bacs techno, je crois qu'on a mis la barre plus haut cette année. Les très bons, en fait, aussi, alors il faut pas que je veux pas effrayer tout le monde avec nos chiffres parce que c'est vrai qu'on a peu de place par rapport au nombre de candidatures, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui postulent sans pour autant que ce soit leur premier vœu. Parce que les étudiants savent que les BUT peuvent être des passerelles pour les écoles d'ingénieurs, mais s'ils sont pris en prépa ou dans les écoles d'ingé en prépa intégrée, ils viennent pas nécessairement chez nous. Donc finalement, ceux qui, selon notre moulinette de calcul, ont plus de 15, très peu viennent chez nous et on recrute plutôt, on va dire, entre 12 et 15. Voilà, selon notre moulinette de calcul avec nos coefficients quand même un peu plus forts sur les disciplines scientifiques. On l'a dit, il y a énormément, d'immersion sur le terrain et vous travaillez également en collaboration avec les acteurs du monde, professionnel. Vous avez des entreprises partenaires. En BTS, vous avez un mentorat qui se fait avec une entreprise, qui va s'investir, sur les 2 ans de formation, pour faire participer notamment à des projets techniques et un mentorat de carrière également puisque chaque jeune est suivi, par un cadre de l'entreprise pour cerner la motivation ou la poursuite d'études. Je vous laisse justement nous expliquer comment ça fonctionne concrètement. C'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la transformation biologique, hein, des végétaux, qui nous suit. Donc elle est parraine de la promotion, 2025-2027, Comment s'appelle cette entreprise? Procin, donc située, dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est une entreprise qui va suivre la promotion au niveau technique. Donc la première approche, c'était de l'agroalimentaire, c'était une visite chez eux. Ils nous présentaient les métiers, ils nous présentaient l'usine et les différents services. Et ensuite, à partir du deuxième semestre, nos étudiants vont aller travailler directement sur site et ils vont mener des audits, des contrôles d'hygiène dans l'entreprise. Et après, en deuxième année, donc au semestre 3 et 4, ça va être un accompagnement sur la mise au point de nouveaux produits. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et ensuite, pendant tout ce temps, chaque étudiant va être suivi par soit le directeur de production, soit le directeur qualité de Procin, qui va faire un point régulier sur sa motivation, sur ses projets, sur les difficultés qu'il rencontre. Et ensuite, va le conseiller sur des recherches de stage ou des recherches d'emploi ou des poursuites d'études. Voilà. C'est un peu la même philosophie, hein, du côté du BUT justement, avec des vacataires qui viennent donner des cours. Paul, vous me disiez que c'était important d'avoir des intervenants extérieurs qui étaient qualifiés, que ça apportait finalement un autre regard. Alors du coup, nous, on a l'avantage du coup d'avoir les 2. On a des profs qui du coup, ont été formés à ça, qui nous enseignent toute la théorie, toute la discipline, toute la pratique. Mais on a aussi des vacataires extérieurs dont en fait c'est le métier de venir, dont c'est le métier et qui viennent nous présenter un peu leur métier. Donc c'est des personnels qui sont enfin c'est des personnes très qualifiées dans ce qu'elles font et elles ont en plus cette vision, elles sont en plein dedans, donc elles ont des petites anecdotes à nous raconter.
elles ont ce genre de choses en plus qui fait que ça donne une autre dimension au cours qui le rend très attrayant. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect, pratique, Paul. À quoi ça ressemble une semaine type, quand on intègre un BUP? Est-ce que ça change vraiment, du rythme par rapport au lycée? Quel est le volume horaire et puis comment on s'adapte? Alors il y a pas vraiment de semaine type. Il y a des semaines qui peuvent être plus ou moins chargées en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Des semaines où on va avoir beaucoup de cours très théoriques. On a des semaines où on va avoir l'occasion de faire plus des TD, des travaux pratiques, donc avec manipulation en laboratoire, des travaux pratiques du style microbiologie. On a des semaines où on va être plus en sortie, surtout en première année, où on va aller visiter les exploitations, comme disait Madame Duval tout à l'heure. Et on a aussi des semaines, du coup nous, notamment en troisième année, pardon, avec un peu plus d'autonomie, où du coup on a des temps, des créneaux bloqués pour qu'on puisse travailler et avancer sur les projets qu'on a directement nous par rapport à l'IUT ou à côté de l'IUT. Mais ce rythme, il est dense ou on s'adapte assez vite, finalement? C'est un petit coup de main à prendre au début quand on sort du lycée, mais je pense que n'importe qui peut s'adapter, hein. Avec un peu de volonté, c'est pas très compliqué. Et puis pour les jeunes, qui auraient des craintes ou des appréhensions parce qu'ils ne sont pas pleinement autonomes, il faut savoir que c'est plutôt familial, hein, que ce soit en BTS ou en BUT. Les enseignants sont globalement, à l'écoute et puis, il y a certains cas où les cours de remédiation sont proposés. Je crois, Carole Blanchard, c'est le cas, hein, pour le BUT notamment, quand on n'a pas forcément un très bon niveau en maths et qu'on arrive au tout début de la formation. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en place cette année. C'est la première fois qu'on l'expérimentait. Donc on a sollicité auprès de l'université un contrat emploi étudiant. Donc c'est une étudiante cette année qui était en licence de maths et qui se destine à l'enseignement, qui a eu 30 heures de soutien à venir faire au sein de notre département. Donc la semaine de la rentrée, les étudiants ont eu un test et tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne au test ont eu l'obligation de suivre ces cours de soutien en plus des enseignements de nos programmes nationaux. Et puis il y a de l'entraide entre élèves, hein. Vous avez, des filleuls, c'est ça? C'est ça. En fait, quand on arrive à l'IUT, les personnes de la promo précédente choisissent chacun un parrain, enfin un filleul ou une filleule, et du coup on s'attribue comme ça des parrains marraines. Et vu qu'on est en petit effectif à l'IUT, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on se connaît tous. Il y a beaucoup de camaraderie, on est assez proches les uns des autres, donc quand il y a un problème, on peut facilement aller se voir, demander de l'aide, que ce soit sur une matière, que ce soit par rapport à un cours, que ce soit aussi entre les deux parcours, hein. Agro et enviro, bon ben, on communique beaucoup, on est très copains et ça c'est chouette. Il y a des associations étudiantes également, hein, qui organisent des événements comme un mini salon de l'agriculture. Je vous laisse peut-être développer cet aspect-là, qui est important aussi pour le lien social au-delà des études. Alors effectivement, on a 2 associations étudiantes. La plus grosse et la plus importante, c'est l'APAP, l'Association pour la promotion de l'agronomie à Perpignan. Et la deuxième association étudiante qui est liée à l'autre parcours, c'est l'Association pour la dynamisation environnementale et sociale. Et donc l'APAP, la première des associations portée par le parcours agronomie, est très dynamique et met notamment en place ce mini-salon de l'agriculture et de l'environnement. euh, qui a été initialement demandé par l'université, puisque nos étudiants partent au Salon de l'agriculture à Paris en deuxième année. Ils se financent ce voyage à Paris. Il est cofinancé par les services de l'université, qui en contrepartie demandent à ce qu'ils organisent le mini-salon sur site. Je pense qu'on a fait le tour. Heu, pour le BTS, il y a aussi des initiatives un peu similaires. C'est l'atelier Lorca, hein, chez vous et je crois qu'il y a justement un événement qui est proposé le 12 décembre prochain. Alors oui, du coup, nous, l'association, créée, vraiment par les étudiants en BTS s'appelle l'Atelier Lorca. L'idée, c'est de valoriser vraiment, leur culture, et leur, transformation. Et donc sur le troisième semestre, ils ont un temps fort. Ils organisent, un événement, de A à Z. C'est leur projet, sur le thème, «Consommer autrement». Et donc, cette année, c'est vendredi, donc 12 décembre, de 16 heures à 20 heures. Et donc si vous voulez rencontrer les étudiants, voilà, il faut venir au lycée et ils seront contents. Donc il y a, des dégustations de leurs, produits d'innovation, la possibilité, d'acheter, les produits qu'ils auront transformés, des légumes. Et ils ont fait appel à des producteurs locaux qui seront présents aussi, sur le lycée.
On l'a dit, hein, BTS ou BUT, ce sont des études courtes, 2 ans pour le BTS, 3 ans pour le BUT. Ça ouvre donc aussi des possibilités sur des études supérieures. On nous demande justement, après notamment le BUT, vers quel type d'études on peut se tourner. Alors la première passerelle qui est visée par nos étudiants, que ce soit à l'issue de la deuxième année ou à l'issue de la troisième année, puisque c'est possible à 2 reprises, ce sont les écoles d'ingénieurs, d'agronomie, et le concours, vétérinaire. On a de plus en plus, d'étudiants qui arrivent pour tenter, la voie, d'entrée aux écoles, véto par le BUT. Puisque la plupart continuent, hein, ne vont pas directement sur le marché du travail, hein, à l'issue de votre formation. Alors normalement, le BUT a été créé pour que 50 des étudiants s'insèrent dans la vie active. En réalité, je crois qu'on est à plus de 90 qui poursuivent en école d'ingénieur, ou en master, pour la plupart. Voilà. Et concernant le BTS? Alors ça dépend de la spécialité. C'est vrai que sur le métier du végétal, il y a plutôt une grosse proportion, d'étudiants qui vont s'insérer, professionnellement. Sur le biocalim, c'est un petit peu différent. La majorité, là, par contre, va poursuivre ses études sur une licence professionnelle ou une troisième année de bachelor, et pourquoi pas tenter une classe agro ou veto, quoi. On l'a dit, l'ouverture professionnelle est assez vaste, hein, mais quels sont finalement les débouchés? On nous demande quels emplois est-ce que je peux trouver après un BTS ou un BUT, si toutefois je ne continue pas ou si je ne décide pas de poursuivre mes études? Alors je vais donner 2 exemples, un de ce qui a été diplômé cette année et un autre l'année précédente. Donc comme ça, vous verrez que ça va de la fourche à la fourchette. Le premier est chef de culture dans une coopérative, voilà, il s'occupe il est dans le secteur de l'arboriculture. Et le second, il est assistant qualité à la confiserie du Tech, donc en transformation, pure de biscuits. Voilà, donc on peut être à la parcelle comme, au niveau du produit transformé, emballé, prêt à être distribué, dans les grandes surfaces. Vous concernant? Donc après un BTS métier du végétal, c'est vrai qu'ils peuvent être, chefs de culture aussi, après il y en a qui vont faire, technicien, conseil ou, technicien d'expérimentation. C'est vrai que s'ils souhaitent poursuivre sur de l'expérimentation, sur de la recherche, ils peuvent postuler aussi. Et après sur le biocalim, c'est un petit peu différent. Ils peuvent soit travailler, être responsables, de lignes de fabrication de n'importe quel produit alimentaire, chef d'atelier, donc une responsabilité, supérieure. Ensuite, ils peuvent être assistants qualité, contrôleurs qualité, conseillers en hygiène, en sécurité. Donc c'est vraiment variable, hein, en termes de débouchés professionnels, hein. On nous demande quel est le taux de réussite finalement à la fin. Est-ce que la plupart de vos élèves obtiennent le diplôme? Et finalement, de quelle manière est-ce que vous les évaluez? Est-ce que c'est sous forme de contrôle continu? Est-ce que c'est un rapport de stage? Quelle est la méthodologie? Au niveau du BTS, nous sommes semestrialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen terminal et qu'à la fin de chaque semestre, ils passent des évaluations qui vont compter pour une partie du diplôme et à la fin des 4 semestres, ils ont ou pas leur diplôme. Et concernant le BUT, Il faut taux de pas réussite et puis évaluation? il faut passer la première année, après c'est 100. Voilà. De Parfois, réussite. voilà, c'est 100 de réussite, après il y en a qui décident d'arrêter, la première année d'eux-mêmes ou c'est nous qui les envoyons pas en deuxième année parce qu'ils ont pas le niveau, si tu veux rajouter quelque chose? Oui, oui, certains abandonnent dans le courant de la première année, soit tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas, soit parce que ils n'avaient pas conscience de ce qu'était la formation, malgré toutes les opérations de communication. Et c'est vrai qu'on a vraiment un barrage fort et quand même une perte d'étudiants entre le début et la fin de la première année. Par contre, une fois que la première année est passée, rares sont les étudiants qui n'arrivent pas au bout. Donc, j'ai pas de chiffres à donner, mais je sais pas. C'est variable Mm. en première année, c'est très variable, selon les promos en fait, hein, selon les années, hein. C'est compliqué de vous donner Un chiffre un précis, oui. un chiffre précis à l'issue de la première année. Il y a peut-être des moments où on est à 90 de taux de réussite et des fois on est un peu plus faible en première année. Paul,
Votre ressenti par rapport à ça et notamment, j'aimerais qu'on revienne sur votre expérience puisque vous avez donc, fait des stages. À l'issue de ces stages, on vous a proposé des CDD, on a voulu vous embaucher finalement. Vous, votre souhait, c'est de poursuivre vers les études supérieures, mais pour quelle raison finalement? Alors, moi déjà, j'aimerais poursuivre pendant les études supérieures, donc j'aimerais faire une école d'ingénieur agronome. Il y a tout l'aspect, en fait, tout ce qu'il y a autour, tout ce que permet le diplôme, tout simplement déjà. Il ouvre quand même un certain nombre de voies. Donc moi, j'aimerais m'assurer l'avenir en ayant un diplôme qui m'assure un certain nombre de voies. Dans les études, pour l'instant, je suis bien. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc j'ai envie de continuer de pousser un petit peu, d'approfondir mes connaissances, d'avoir des connaissances vraiment plus pointues. Et ensuite acquérir aussi toute cette vision que l'on peut retrouver en école d'ingénieur. Une vision vraiment d'ingénieur au-delà de simplement la vision du technicien. Et pouvoir ainsi, du coup, être le meilleur possible dans mon métier plus tard. Qui sera donc votre métier? Alors j'aimerais, à la suite de mes études, devenir, faire du conseil et de l'accompagnement pour des producteurs tout simplement en production végétale et après j'aimerais à terme moi aussi m'installer. Heu, que vont faire vos copains de promo? Alors on a un peu de tous les profils. On a des personnes qui, par exemple, voudraient faire de la qualité, qui du coup ont plutôt accroché à ça. On a une bonne partie qui aimerait tenter les écoles de véto et on a d'autres personnes qui aimeraient faire des choses qui sont un peu plus éloignées de la formation. Je pense notamment à 2 qui aimeraient faire maîtresse des écoles Oui, rien à voir. et sinon il y en a pas mal aussi qui aimeraient travailler dans tout ce qui est la viticulture, le monde du vin. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup en cours. Que du coup, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, il y en a beaucoup que ça a intéressé et je pense qu'il y en a certains qui aimeraient faire ça aussi. Je pense oui, parce qu'on n'a pas de parti pris, en agronomie, on balaye tout, absolument tout. Le petit point faible, qu'on développe pas trop, ce sont les grandes cultures, parce que notre territoire est pas du tout un territoire grande culture. Mais on balaye, le secteur viticole, le maraîchage, l'arboriculture et la production, animale. Voilà, que ce soit polygastrique, donc ruminant, vaches, brebis, caprins, donc chèvres ou monogastrique, donc lapin, poule, tout y passe. Parlons maintenant logistique, hein, puisque comme vous, hein, vous êtes originaire, je crois, d'un village près de Toulouse. Donc vous êtes venu vous installer dans les PO pour suivre cette formation. Est-ce que votre établissement dispose d'un internat? Vous, Paul, vous me disiez que l'avantage, c'est qu'on est sur un territoire finalement à taille humaine et donc les loyers sont plutôt abordables. C'est pas trop compliqué finalement de trouver un logement. Ça a été votre cas. Et est-ce qu'il y a un internat? Alors, il n'y a pas d'internat à proprement dit à l'université, mais juste à côté, par contre, il y a le Crous, avec notamment du coup des logements étudiants, aussi pour les boursiers. Il y a pas mal de résidentes étudiantes. Je connais personne qui a eu trop de problèmes à se loger sur Perpignan directement. Après, Et au niveau du BTS, on est sur TESA. Alors nous, on a un internat, spécial, pour les étudiants qui a été refait à neuf il y a pas très longtemps. On doit avoir une trentaine de places, prévues pour les étudiants. Paul, vous conseillez finalement aux jeunes qui nous regardent et qui s'interrogent encore d'aller à la rencontre de ces établissements. Pour ça, il y a les fameuses journées portes ouvertes et il y a également ce qu'on appelle les mini-stages en immersion et qu'on peut effectuer dès le lycée. Je vous laisse nous expliquer en quoi ça consiste. Alors les stages en immersion, c'est les élèves viennent, participer à des travaux pratiques dans l'établissement, donc que ce soit en métier du végétal, donc sur les serres ou sur, les champs ou dans la halle de transformation alimentaire et en laboratoire de biochimie microbiologie, donc c'est une journée et comme ça, ils peuvent rencontrer des étudiants, discuter avec eux, comment ça se passe. Votre établissement est également ouvert aux rencontres et aux échanges. Alors, nous organisons 2 journées portes ouvertes. La première journée portes ouvertes, c'est le samedi 7 février de 9 heures à 17 heures et le mercredi 18 février après-midi de 14 à 17 heures. Donc, bon, le mercredi, l'avantage, c'est que c'est plus vivant parce qu'il y a des étudiants dans les salles de TP et que quand on fait la visite, c'est un peu plus vivant que le samedi. Et puis ensuite, on propose aussi effectivement des cours en immersion. Alors, ce sont plutôt des TP également. Donc ça, on n'a pas encore donné, mais c'est la première semaine des vacances de février pour les lycéens.
Donc eux sont en vacances, nous pas encore et donc on va proposer, un certain nombre de places pour certains TP, donc qui pourront être des TP sur le domaine agricole ou des TP, en salle, d'autres disciplines. Il faut s'inscrire au préalable? Alors il faudra s'inscrire, mais au travers de la plateforme que je ne connais pas trop, qui s'appelle CapSup et que les lycéens doivent connaître puisque je crois que c'est géré, sur leur ENT. Voilà. Les journées portes ouvertes vous concernant, c'est le 17 janvier, hein? Et le 21 mars. Oui, c'est le 17 janvier de 9h à 13h, 14h. Donc c'est vraiment, celle-ci la journée, spéciale vraiment pour les futurs étudiants. Après tout le monde peut venir, mais elle est consacrée vraiment, pour les études supérieures et on a une deuxième journée, c'est, enfin en soirée, c'est un vendredi 23 mars, donc c'est plutôt de 16h à 20h. Celle-là, c'est plutôt orienté pour les premières, enfin secondes, premières, mais tout le monde peut venir. Nous arrivons quasiment au terme de cet échange. Si vous aviez, à tour de rôle des conseils à donner justement, aux jeunes qui douteraient ou qui hésiteraient encore à vous rejoindre? Assiduité, être assidu pour l'IUT, être organisé, méthodique, hein, et ça va bien se passer. Parce qu'on est relativement proche de nos étudiants. Ça reste très familial, comme vous l'avez souligné. On est quand même à la disposition, même si on a l'étiquette de l'université. C'est vraiment intermédiaire. Je pense que l'IUT est vraiment intermédiaire entre le lycée et le saut vers une L1 classique de l'université. Il y a quand même encore une proximité. Moi, j'avais juste envie de dire, ben, venez nous voir pour les journées portes ouvertes parce qu'au-delà de discuter avec les enseignants et tout un tas d'enseignants, vous allez aussi rencontrer nos étudiants. Alors, il y a certes Paul qui est là, mais voilà, c'est peut-être plus facile d'échanger lorsqu'on est en face à face que d'écouter devant un écran. Donc voilà, venez nous voir et après, effectivement, je pense que pour réussir, déjà, il faut avoir connaissance de nos attentes et puis, voilà, il faut quand même de l'investissement. Il y a une marche importante entre le lycée et les études supérieures. Donc, il faut travailler, s'investir. Et après, et voilà, et être assidu, rigoureux. Voilà, des qualités que l'on va avoir, dont on va aussi avoir besoin dans le monde du travail, mais ça commence dès l'université. Et puis rappelez qu'il y a des milliers de postes à pourvoir, hein, qui sont encore vacants puisque vous me disiez que vous aviez finalement plus, d'offres que d'élèves à placer aujourd'hui? Alors je sais plus si c'est pour le BTS ou le BUT, hein, mais Bah, nous, ils partent tous en poursuite d'études, donc on est peut-être un peu moins concernés que nos collègues. Ben nous, c'est le cas. Enfin, on a beaucoup plus d'offres d'emploi de la part des entreprises, hein, que ce soit dans la qualité ou dans la fabrication, hein, ou dans les cultures, hein, que de jeunes qui sortent de nos établissements. Voilà. un conseil donc, un mot avant de Ben, venez chez prendre nous. l'antenne? Et vous Céline, Nahan pour, terminer là-dessus? Bah, du coup, nous, on a un petit établissement aussi, et si vous êtes, motivés, un petit intérêt pour, la nature ou l'agroalimentaire, venez nous voir, on vous renseignera avec grand plaisir. Avant de conclure, peut-être un mot sur les sites, vos sites respectifs aussi à consulter, hein, puisqu'on a justement le programme, quelques infos sur le contenu pédagogique. Donnez-nous ces éléments d'information. Le site de l'Agricampus 66, La vous fiche aurez, Bourdevoix voilà, juste derrière. vous aurez toutes les informations. Et vous concernant pour le BTS, je crois que vous avez aussi un Instagram, hein, Alors pour le BUT, d'abord, on va trouver les informations en tapant IUT de Perpignan. Vous allez avoir le détail notamment de nos programmes. Et puis, effectivement, il y a un compte Instagram qui s'appelle IUT Perpignan GB et qui peut aussi vous relayer vers les deux associations étudiantes. Et là, on verra un peu ce qui est à côté en fait de la vie de l'IUT. Donc, on voit des choses qui sont faites dans le cadre des enseignements et puis à côté de l'enseignement aussi dans la vie étudiante. Paul, le mot de la fin vous revient. Je crois que c'est une formation qui vous séduit. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit pour les inciter à venir? Eh ben moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes intéressé, venez discuter avec nous, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur et puis ce sera pour vous accueillir. Pour ceux qui hésiteraient encore et qui souhaiteraient se documenter, on vous invite à consulter le site educagri.fr qui permet notamment de visualiser l'implantation sur le territoire et puis la multiplicité des formations. Et parmi les autres supports utiles à consulter également, il existe le portrait de l'enseignement agricole 2025 que l'on peut télécharger via le site de la DRAF Occitanie ou encore le site Chlorophylle FIL. Sachez que le BTS est le deuxième diplôme post-bac le plus demandé sur Parcoursup par les lycéens.
Toutes mentions confondues, il représente près de 30% des vœux confirmés en 2025. Le BUT arrive quant à lui en troisième position des formations les plus plébiscitées. L'année dernière, plus d'un lycéen sur 3 avait formulé un vœu pour un cursus au sein d'un bachelor universitaire de technologie. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces métiers, je vous invite à participer également au Salon de l'enseignement supérieur qui se tiendra les 15, 16 et 17 janvier prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Autre solution pour s'informer, les journées portes ouvertes que vous proposent la plupart des établissements. Ce sera le cas par exemple, on l'a dit tout à l'heure, pour le BTSA le 17 janvier de 9 h à 13 h au sein du lycée Federico Garcia Lorca de Tesa. Et puis le samedi 7 février de 9 h à 17 h pour le BUT, puisque l'Université de Perpignan ouvrira ses portes pour présenter ses filières et notamment les formations proposées par l'IUT. Et puis n'hésitez pas à vous rendre également sur leurs sites respectifs pour toutes les informations complémentaires ou à consulter le site parcoursup.gouv.fr pour répertorier l'intégralité des formations et des établissements. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps pour finaliser votre projet d'orientation, puisque concernant les modalités sur Parcoursup, les dates clés à retenir sont les suivantes. La plateforme et le site d'information seront mis en ligne à partir du 17 décembre prochain. Vous aurez ensuite du 19 janvier au 12 mars 2026 pour vous inscrire et formuler vos vœux. Et la date butoir pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux cette fois-ci est quant à elle fixée au 1er avril 2026. Merci en tout cas à tous les 5 pour vos témoignages. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage à toutes et à tous pour vos démarches d'orientation.